Pharmacien en biologie clinique et biologie médicale tropicale, exerçant dans plusieurs laboratoires de référence en Belgique, précédemment assistant-chercheur à la faculté de Liège, M. André Ronba nous explique les différences entre les vaccins à ARN messager. Monsieur André Ronba, bienvenue sur la chaîne panafricaine Vision 4. Les populations se posent plusieurs questions au sujet de la vaccination contre le Covid-19. Qu'est-ce qu'un vaccin et comment fonctionne-t-il? Maintenant, vous me posez la question de savoir ce que c'est qu'un vaccin. Je vous dirais d'abord qu'un vaccin, simplement, pour tout le monde, c'est un moyen artificiel développé par les scientifiques pour permettre à tout individu, en principe non malade, voire malade, de pouvoir utiliser l'organisme, donc l'organisation, notre organisme, pour produire une substance qu'on appelle des anticorps qui nous permettrait de nous protéger contre une venue ultérieure d'un microbe, d'une bactérie, d'un virus ou voire autre chose. C'est ça, en fait, le vaccin. C'est une façon simple de présenter le vaccin. Mais comment il est fabriqué? Permettez-moi de vous l'expliquer en utilisant un petit modèle que j'ai conçu pour mieux expliquer comment est-ce qu'on fabrique un vaccin. Eh bien, imaginez-vous que ceci soit ce qu'on appelle le coronavirus. Il s'appelle coronavirus parce que, bon, les virologues vous le diront, il est présenté sous forme de couronne. Et là, vous pouvez constater qu'il y a plusieurs éléments. Vous voyez ces petites épines? Eh bien, ce sont des parties de ce virus-là, qu'on appelle le coronavirus, qui se trouve à l'extérieur de ce coronavirus. Et vous avez la partie blanche tachetée de vert, qui constitue d'autres parties de ce virus, qui rentrent dans la composition du virus. Et à l'intérieur de ce virus, vous voyez, il y a un élément, comme un petit filament à l'intérieur, que je pourrais représenter comme étant le matériel génétique de ce virus. Il est composé, comme vous le voyez, de plusieurs petits segments. C'est des codes. Chaque petite couleur que vous voyez là constitue un code qui donnera une information particulière une fois qu'elle sera décodée. Alors le vaccin, c'est quoi? Pour fabriquer un vaccin, pour combattre éventuellement, prenons le cas de ce coronavirus, on peut décider de produire une substance qui est dirigée contre ces épines. Donc, on va utiliser un artifice ou des artifices scientifiques. Donc, l'objectif, ce serait d'utiliser l'organisme qui va tenter de produire ce qu'on appelle des anticorps qui seront dirigés contre cet élément-ci. On pourrait aussi utiliser la coque blanche que vous voyez et utiliser, par exemple, des moyens scientifiques pour fabriquer des anticorps dirigés contre la coque blanche. Tout comme on peut aussi utiliser les petites parties vertes pour produire quelque chose qu'on administre à l'homme comme vaccin dans le but de fabriquer des anticorps dirigés contre cela. Bref, un vaccin, ce serait donc, en termes de fabrication, trouver le moyen de fabriquer quelque chose qui permettrait de fabriquer ce qu'on appelle des anticorps chez l'homme, dirigés contre soit le virus entier ou les parties de virus. Dans le cas qui nous concerne pour le coronavirus, je ne sais pas si vous avez posé la question plus tard, mais en tout cas, on a utilisé certaines de ces parties pour pouvoir fabriquer le vaccin. Globalement, nous fonctionnons aujourd'hui sur la base de quoi? On a travaillé, les scientifiques et les laboratoires ont fabriqué les vaccins en partant d'un germe, un microbe, qu'ils ont par exemple atténué. Donc ils se sont arrangés à le rendre moins offensif, mais en conservant des éléments importants de ce virus. En le rendant moins offensif, ils ont donc fabriqué quelque chose qu'on appelle le vaccin. En administrant cela à l'homme, le corps humain réagissait pour pouvoir produire des anticorps dirigés contre tout ce vaccin. Ça, c'était une forme.
on parle de vaccin avec un germe atténué. Il y a eu d'autres systèmes qui ont utilisé les technologies modernes de biologie moléculaire, comme on dit, où l'on a fabriqué au laboratoire des fragments de ce virus. Et ce sont à partir de ces fragments de ce virus qu'on a fabriqué un médicament appelé vaccin, administré chez l'homme et qui a produit des anticorps. Une autre façon de faire consistait par exemple à utiliser des vecteurs. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on va y trouver quelque chose qui va nous servir de supporter l'élément à fabriquer. On parle par exemple des vaccins à vecteurs viraux. Pour ce qui nous concerne, il faut savoir que les progrès technologiques et scientifiques de ces 10 dernières années ont permis par exemple de fabriquer des modèles de vaccination qui s'appuient sur ce qui ne se passait pas avant. On parle des vaccins ARN messagers, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que partant du principe que, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez par exemple cet élément qui est constitutif du vaccin, du virus, eh bien, au laboratoire, les scientifiques ont trouvé un moyen d'utiliser le génome de ces virus, notamment celui du coronavirus ou d'autres. Étant donné que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des informations sur ce génome, ils ont pu fabriquer une partie de ce génome au laboratoire. Donc c'est une information génétique. Cette information génétique, lorsqu'elle est traduite et utilisée, conduit à la formation de ce petit morceau que je peux considérer comme étant une clé. Donc, on a utilisé la technologie aujourd'hui pour fabriquer ce petit morceau génétique. Et à partir de ce petit morceau génétique fabriqué au laboratoire, on a su l'administrer ou on peut l'administrer chez l'homme ou l'animal pour que l'industrie de notre corps humain traduise cette information génétique en fabriquant ceci dans notre organisme. Donc l'ARN messager, qui est un code génétique, sera injecté dans notre corps humain dans le but d'être traduit et aboutir à la formation de cette clé, un composant de ce virus. À partir de ce moment, le système immunitaire va reconnaître cet élément nouvellement fabriqué par l'organisme comme étant étranger et va donc développer des anticorps dirigés contre cet élément-là. À partir de ce moment, lorsque le virus reviendra chez cet individu qui aura fabriqué ces anticorps, eh bien, il trouvera dans le corps des anticorps qui seront dirigés et vont neutraliser ces éléments du virus. Et c'est ça le principe, sommairement, de l'ARN messager. C'est le cas de deux des vaccins qui circulent, celui de Pfizer ainsi que celui de Moderna. Il y a plusieurs interprétations en ce qui concerne le vaccin du Covid-19. On parle de la présence des nanoparticules. Qu'en est-il concrètement? Je vous ai dit tout à l'heure que partant du matériel génétique, j'ai pris ça comme modèle, je vous ai dit qu'un fragment, une partie codant, une partie de cet élément qui constitue le génome est donc la partie qui a été fabriquée artificiellement au laboratoire pour constituer le vaccin. Mais cet élément est très fragile. En lui seul tel quel, si on administre chez l'homme, ça ne fera rien. Donc il faut en quelque sorte des adjuvants. C'est comme dans tous les médicaments. Vous avez le principe actif et vous essayez de mettre des adjuvants pour permettre d'avoir une forme acceptable par l'organisme. Donc ce fragment d'ARN messager fabriqué avait besoin d'un support pour pouvoir être administré comme médicament. Et là, on a utilisé, disons, des graisses, des lipides. Ce sont des lipides, c'est le cholestérol en fait. Ce sont des graisses à base de cholestérol qui sont utilisées et on a emprisonné ce petit morceau à l'intérieur de ces graisses. Eh bien, ces graisses-là sont tellement de petite taille que ce n'est pas de l'ordre du millimètre, ce n'est pas de l'ordre du micron,
c'est de l'ordre du nano. C'est un élément de grandeur. C'est-à-dire que autant je vous vois, autant il y a certaines choses que je ne peux pas voir avec mes yeux, il me faut un microscope. C'est microscopique. Il y a certaines choses que le microscope optique ne me permet pas de voir. J'ai besoin par exemple des microscopes électroniques. Donc, lorsque je dois parler de ça, je suis obligé de vous dire que quand on renvoie à nanoparticules, c'est-à-dire que ce sont des éléments, des particules qui sont plus petites que le micron. Donc, c'est encore plus petit, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 9. Donc, il ne s'agit tout simplement que d'éléments qui vont enrober l'élément que je vous ai dit ici, et c'est des lipides, essentiellement du cholestérol, qui vont emprisonner cet élément, et c'est ça qui va constituer le vaccin. Donc ces nanoparticules, ce n'est autre chose que ces éléments lipidiques qui recouvrent et qui protègent le matériel que l'on a fabriqué. C'est ça, les nanoparticules. La rapidité avec laquelle le vaccin a été mis au point inquiète plus d'un. Le vaccin contre la COVID-19 est-il vraiment fiable? Je dois dire que la mise sur le marché de tout vaccin répond à certains critères qui sont codifiés et connus de tout le monde. En tout cas, des fabricants ainsi que de ceux qui donnent les autorisations. Il y a ce qu'on appelle la phase préclinique, c'est-à-dire que c'est toute la phase qui concerne les recherches avant de commencer quelque chose chez l'homme. Et il y a la phase clinique, donc tout ce qui concerne ce qui est fait chez l'homme. Eh bien, quand vous me parlez de la rapidité, pour ce qui concerne ce vaccin, comme je vous ai dit tout à l'heure, on connaît le vaccin, les vaccinations depuis longtemps. Donc des études ont été réalisées au préalable. Donc tout ce qui est phase préclinique, on le savait déjà. Donc ça, dans le temps, c'est quelque chose qui était dans les tiroirs. On ne peut pas dire ça n'a pas pris plus de temps ou moins de temps, on l'avait déjà. Pour ce qui concerne la phase clinique du vaccin, eh bien, je peux vous garantir que les autorités chargées d'accorder la mise sur le marché respectent les critères qui consistent. Il y a plusieurs phases. En gros, je ne rentre pas dans les détails, il y a 4 phases. Et ces 4 phases-là, je peux vous dire que pour ce qui concerne le vaccin contre le Covid-19, ils ont été respectés. Brièvement, la première phase, qui est dite la phase 1 des essais cliniques, on peut critiquer, on peut dire ce qu'elle veut, elle consiste essentiellement, lorsque on a fini les stades précliniques, de faire des tests chez des volontaires, chez qui on administre le candidat vaccin à être mis sur le marché. Et là, les exigences ne sont de telle manière, il faut environ une dizaine de personnes volontaires, chez qui on administre le candidat vaccin. L'objectif ici, c'est de vérifier tout simplement si il y a une réaction immunitaire avec une réponse d'anticorps. Une dizaine de personnes volontaires. Ensuite, il y a la phase 2. C'est là où on élargit à un peu plus de personnes. Ce n'est plus une dizaine, mais une centaine de personnes volontaires, chez qui on administre le même produit. Eh bien, l'objectif ici, c'est de vérifier sur ce un peu plus grand nombre les effets observés, si possible les effets secondaires observés, et puis décider si c'est une dose ou 2 doses pour obtenir la même réponse que celle qu'on a obtenue avant. Et ça, il faut le faire sur une centaine de personnes. La troisième phase, c'est sur un millier de personnes volontaires. Là aussi, on choisit un nombre plus élevé et on administre le vaccin en double aveugle. Et là, des médecins qui sont dans l'étude reçoivent le candidat vaccin, sélectionnent un millier de personnes volontaires, sains, chez qui on va administrer le vaccin. Pour certains d'entre eux, sans le savoir, un placebo, c'est-à-dire rien. D'autres, un vaccin connu. Seul le laboratoire sait à qui on a vacciné tel ou tel produit. Et même l'équipe médicale ne le sait pas. Et une fois que ça a été fait, les résultats sont repris par l'équipe, analysés, et puis se rendent compte et publient en disant, eh bien, nous avons procédé sur
des milliers de personnes. Et là, il y avait des gens qui ne savaient pas qu'on ne leur a rien donné. Ils étaient sains, au passage. Effectivement, on n'a rien vu chez eux. Et chez les gens qui ne savaient pas qu'on leur avait donné le vaccin, ils ont réagi comme on l'attendait. Et on renforce cela. Donc ça, c'est en gros la phase numéro 3. Et une fois que ces phases sont faites, on passe à la phase numéro 4 où on le met dans la population générale. On élargit non plus à un millier, mais à d'autres pays, à d'autres populations. Et il y a ce qu'on appelle la pharmacovigilance qui suit alors comment ça se comporte. Donc, pour répondre à votre question, rapidité, je pense que ça a suivi. Aucune des étapes n'a été faite au rabais où on a sauté. On n'a rien sauté. Tout a été fait conformément aux étapes que suivent les autres vaccins. Il se fait tout simplement que dans le cadre de ce vaccin, de cette maladie, les connaissances acquises antérieurement étaient là. On n'a plus dû refaire les études précliniques qui parfois peuvent durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. On n'avait pas à refaire ça parce qu'on les avait en main. Et au niveau de la sélection dans les différentes phases, rien n'exclut qu'on puisse faire ces 3 premiers stades en même temps. Donc, on était face à une pandémie. Donc, la polémique ou des gens qui pensent que ça a été rapide, je pense que non. Aucune des étapes réglementaires n'a été sautée. Elles ont été toutes réalisées et sur la base de ça, des avis ont été donnés, comme c'est le cas dans la plupart des vaccins. Donc voilà, et je pense que ce sont des fiers. Pour ce qui concerne la fiabilité, eh bien, on verra. Les réactions ont été relevées, des réponses ont été données. Nous, ici au laboratoire, nous participons actuellement à l'étude et nous avons été sélectionnés pour donner un avis parce qu'on vaccine les gens, on dose, on vérifie ce qui s'est passé. Donc je dirais que ce sont des vaccins qui ont été faits comme les autres. Il n'y a pas eu d'étape sautée. Quant à la fiabilité, on commence à avoir des réponses et j'espère que je vous répondrai tout à l'heure à d'autres questions si vous les posez. Quelles sont les différences entre les vaccins AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Covax et Sputnik V? Avant toute chose, je tiens à préciser que tous ces vaccins que vous avez cités ont tous la même cible. Ils ciblent en quelque sorte cette couronne. Donc, le système immunitaire va réagir pour pouvoir donner une information concernant cette cible. Maintenant, pour ceux qui concernent les différences, il faut savoir que le vaccin Pfizer, BioNTech, ainsi que Moderna, comme je vous ai dit tout à l'heure, repose sur le principe d'utilisation de l'ARN messager. Donc c'est, comme je vous ai expliqué, c'est l'ARN messager des technologies nouvelles. Il s'appuie sur ça. Le vaccin AstraZeneca, lui, utilise pas le principe de l'ARN messager, mais il utilise un principe que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire un vecteur viral. Donc lui, on va mettre dans un autre virus une information génétique. Dans le cas de AstraZeneca, je vous ai dit qu'on a génétiquement modifié un virus ADN qui vient du chimpanzé. Et au laboratoire, on l'a modifié d'une manière génétique par les techniques d'OGM qui sont connues. Et on y a inséré des informations, une information quant à la fabrication de cet élément. Et c'est ce modèle-là, c'est ça. Ce n'est pas un ARN messager, mais c'est un système qui utilise un vecteur viral modifié génétiquement sur lequel on a introduit une information. Le vecteur étant un virus, adénovirus, provenant du singe, du chimpanzé. Quant à Sputnik, c'est un peu la même chose que AstraZeneca, sauf que ils n'ont pas modifié génétiquement ce virus du chimpanzé. Ils l'ont cultivé au laboratoire sur des cellules et ont inséré dedans l'information génétique. Voilà les principales, fondamentalement différences. Mais maintenant, il y a d'autres différences. Le vaccin Pfizer nécessite des conditions de conservation spéciales. On doit le conserver voire moins 60 degrés, moins 80 degrés, voire même moins 90 degrés. C'est difficile. Le vaccin Moderna, lui aussi, nécessite des conditions de conservation
qui tourne autour de moins 30 degrés. Alors que le vaccin AstraZeneca, lui, les conditions de conservation tournent autour des conditions du frigo. Ce qui est valable aussi probablement pour Sputnik et les autres candidats virus. Donc voilà des différences fondamentales. Et dernière chose, pour moi-même avoir été vacciné, si je peux le dire, il y a aussi des différences qui tiennent lieu des réactions de chaque vaccin. Donc il y a des effets secondaires connus de ces vaccins et je renvoie pour cela à la notice qui accompagne généralement ces vaccins et qui édicte les effets secondaires attendus de l'une ou l'autre vaccin. Le Danemark, la Norvège et l'Islande, par principe de précaution, ont suspendu les injections à cause d'un lot suspect. Quelles sont les limites de ces vaccins? Eh oui, effectivement, il y a l'actualité qui nous renseigne que ce qui s'est passé dans les pays que vous avez cités, nécessite éventuellement réflexion. Mais ce que je peux dire à ce sujet, c'est que effectivement, il a été indiqué des effets, disons, au niveau thrombotique suite à la vaccination. Mais selon ce que j'ai lu, il n'y a qu'une trentaine de personnes. Mais des études comparatives par rapport à la population globale au Danemark ont indiqué que les risques de thrombose observés dans la population non vaccinée étaient pratiquement les mêmes que le risque d'apparition de problèmes thrombotiques ou de thrombose. C'est des gens qui ont été vaccinés par ce vaccin. Donc, scientifiquement parlant, il n'y a aucune raison de penser que des problèmes de thrombose survenus lors de cette vaccination soient liés au vaccin, puisque le risque est le même que dans la population générale. Maintenant, comme vous l'avez vous-même souligné, il s'agit peut-être d'un problème uniquement de l'eau. Parce que lorsqu'on fabrique des vaccins, on ne les fabrique pas tous en même temps. Il y a des lots différents avec des numéros différents. Et on a déjà observé ça dans d'autres situations, en pharmacie, où il y avait des lots qui étaient impliqués, et en étudiant ces lots, on les a enlevés, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un problème ponctuel dans ces lots. Mais une fois encore, c'est vrai, il a été question d'un lot, mais je pense, pour ce que j'ai lu, que les scientifiques, en tout cas les études menées dans ce sens, ont plutôt établi qu'il n'y avait pas plus de risques en ayant été vacciné par le vaccin AstraZeneca que dans la population générale. C'était le même risque. Pourquoi dans un milieu aussi sensible, vous ne portez pas de masque? Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec cette histoire de contamination, nous avons des dispositifs qu'on installe au niveau de certains espaces qui permettent de tuer tous les virus. Donc je vous parle là maintenant, vous avez vu quand vous êtes venu, nous respectons la distanciation sociale. Je n'ai pas de masque. Dans l'environnement, il y a des appareils qui sont disposés ici au service des soins intensifs, au service des urgences, qui permettent de faire en sorte que s'il y a des particules virales qui sont sur des surfaces ou dans l'air, eh bien, ils sont dénaturés. Donc à ce moment-là, la contamination n'a plus lieu. Donc c'est autant de choses dans nos pays, par exemple, où le respect de la distanciation sociale, dans les administrations publiques, dans les ministères, dans les hôpitaux, on pourrait tirer profit de ça. Ce sont des dispositifs qui ne coûtent pas trop cher et qui utilisent des technologies de désactivation de tout ce qui est dans la nature et qui font que vous pouvez rester dans un espace clos en ayant ce type d'instrument qui garantit sur un certain volume qu'il n'y a pas de virus qui pourraient être transmis. Ça peut être dans les salles de conférence. Donc, quand j'entends parler des problèmes de distanciation sociale qui ne peuvent pas être respectés chez nous, que ce soit dans les bus, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les ministères et autres, dans les banques, eh bien, sachez qu'on a aujourd'hui des dispositifs de désinfection virale sans que ce soit nocif à ma connaissance pour les hommes pour le moment, qui garantissent que la distanciation sociale dans ce type d'atmosphère ne fasse pas en sorte qu'il y ait
à porter le masque, ou ça existe, et nous en avons ici. C'est sur ces mots que s'achève cette première partie. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie.